Apparue en 1992 pour la première fois à la télévision dans le mythique dessin animé Batman, Harley Quinn est un personnage fascinant. D'abord psychiatre puis acolyte du Joker, elle va petit à petit sombrer dans la même folie que le clown prince du crime, au fur et à mesure que son amour va grandir. Et si on peut trouver cette caractérisation assez simple de prime abord, les scénaristes qui feront vivre ce personnage réussiront à le densifier et à le complexifier au point d'en faire l'un des personnages les plus représentés de l'univers de Batman et même de DC en général. Le personnage secondaire, elle est devenue l'un des piliers du marketing chez DC Comics. Moi, c'est Flavien, et aujourd'hui sur la chaîne Comics du Prof, je vais vous raconter l'histoire d'Harley Quinn. Et pour ça, comme d'habitude, je vous propose de revenir un peu en arrière. En 1939, Superman apparaît dans Action Comics numéro 1, et c'est un succès. Ce personnage haut en couleur, avec des super pouvoirs et un côté boy scout, plaît énormément. C'est pourquoi, en 1939, dans le Detective Comics numéro 27, un nouveau super-héros va faire son arrivée. Il s'agit de Batman. Créé par le scénariste Bill Finger et le dessinateur Bob Kane, Batman est l'opposé de Superman. Un costume noir, un masque, pas de pouvoir et un univers un peu plus sombre. Tellement d'ailleurs que Batman utilisera même pendant un court moment des armes à feu. Le personnage connaît lui aussi le succès et aura le droit à 2 apparitions par mois. Dans Detective Comics, d'une part, et dans Batman, le comics apparu à son nom en 1940. A noter d'ailleurs que c'est dans ce Batman numéro 1 que le Joker fera sa première apparition. Bob Kane et Bill Finger recherchaient alors à présenter un vilain mémorable pour ce premier numéro. C'est Jerry Robertson, l'assistant de Bob Kane, qui va débloquer la situation. Pour lui, un bon vilain doit avoir des caractéristiques éloignées de ses agissements. Il imagine alors un Joker qu'il dessine sur une carte de jeu. Il la montre à Bob Kane et Bill Finger qui adoptent cette idée. Bill Finger dira aussi que cette face souriante lui rappelle l'acteur Conrad Veidt dans le film L'homme qui rit, adapté du roman de Victor Hugo. Dans ce premier numéro, le Joker tue de nombreux personnages de manière très inventive et vole clairement la vedette à Batman. Le personnage convainc tellement l'éditorial de DC que l'on demande aux artistes de modifier la fin de l'histoire. Dans celle-ci, le personnage était censé mourir suite au combat l'opposant à Batman, et c'est donc suite à l'instinct d'un des éditeurs que le Joker survivra pour devenir l'un des personnages les plus connus de DC Comics. Car oui, déjà même à l'époque, le personnage avait déjà tout ce qui fera le succès du Joker. Un chara-design très impactant et immédiatement identifiable, un contraste entre la violence de ses actions et la manière dont il les accomplit, une forte excentricité et une intelligence hors norme. Cependant, les années passent et les personnages de l'univers de Batman, dont le Joker, vont subir une évolution très importante aux alentours des années 50. À la fin des années 40, la mode des super-héros en comics diminue, et les étals se remplissent petit à petit de comics de western, d'horreur ou de romance. Et cela va durer jusqu'au milieu des années 50, avec la création du Comics Code Authority. Pour faire court, un peu avant, l'opinion publique s'inquiète de l'influence des comics par les plus jeunes, et c'est la publication de Séduction des innocents du psychiatre Frédéric Wertham qui va porter un coup fatal au genre. Car dans le même temps, une commission d'enquête sénatoriale va s'intéresser à la liaison entre la délinquance juvénile et les comic books. Et une des personnes qu'ils vont interroger en tant qu'expert est justement Frédéric Wertham, dont le livre cité plus haut lie la délinquance juvénile aux comic books. La commission d'enquête sénatoriale recommande alors fortement aux éditeurs de comics de s'amender, mais ne précise aucune action concrète. Les éditeurs de comics prennent peur et se regroupent pour créer le Comics Code Authority, un organisme d'autorégulation, et s'engagent à ne publier que les comics recevant la validation de ce Comics Code. Et les restrictions sont assez lourdes et assez nombreuses, mais les plus importantes, ce sont l'interdiction de toute représentation de violence excessive et de sexualité, les figures d'autorité qui ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect, les personnages traditionnels de la littérature d'horreur ne doivent pas être utilisés, et le bien doit toujours triompher du mal. La première conséquence à tout cela, c'est la quasi-disparition des comics d'horreur et de western au profit des comics de super-héros, qui eux vont pouvoir s'adapter. C'est ainsi que dans ce contexte, les aventures de Batman vont devenir plus légères, et ses ennemis seront moins dangereux. Le Joker deviendra alors moins meurtrier, et l'accent sera mis sur son côté farceur et loufoque. Un bel exemple de cette période, c'est la fameuse série télévisée Batman de 1966, qui paraît bien ridicule quand on voit ce qu'est devenu le personnage. À partir des années 70, le personnage va peu à peu revenir sur des histoires plus matures. Mais il faudra attendre les années 80 pour avoir des récits plus sombres et proches de ce qu'est Batman aujourd'hui. On pensera notamment à Batman Dark Knight Returns, Année 1 ou encore Killing Joke. Mais il faut savoir qu'hormis ces récits marquants, les deux séries dédiées à Batman, bien qu'encore assez colorées, vont rapidement suivre la même direction. Robin va mourir, les crimes à Gotham sont de plus en plus sordides, et les vilains hauts en couleur ne sont plus toujours les vedettes des épisodes. Et cet assombrissement de la licence Batman, on va aussi l'observer au cinéma, avec l'arrivée de Batman de 1989. Ce film va avoir un impact énorme et lancer une vague de popularité sans précédent pour l'homme chauve-souris. Batman est partout et je pourrais en parler pendant assez longtemps, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un projet qui va découler de ce film. Il s'agit de Batman, la série animée. Il faut savoir qu'à l'époque, il était commun de créer une série animée suite à la sortie d'un film pour toucher le jeune public.
De plus, suite au succès de la série Les Tiny Toons, la présidente de la Warner Bros. Animation veut continuer à exploiter les licences dont ils ont la propriété. Et parmi celles-ci, il y a Batman. Bruce Timm et Eric Radomski vont s'occuper du projet et seront rejoints rapidement par Alan Burnett et d'autres scénaristes, dont Paul Dini. Je ne vais pas détailler plus en détail ici la genèse du projet, car je pourrais en faire une vidéo en part entière, et que le plus important pour le personnage qui nous intéresse, c'est le ton que la série va adopter. Pensée au début comme une série visant les enfants, les créateurs vont petit à petit s'éloigner de cette idée initiale, pour essayer de toucher un public plus large, et ne pas se contenter de profiter de l'engouement autour de Batman. Cependant, impossible de montrer trop de violence, et il faut garder une certaine légèreté. On a donc le droit à des vilains très hauts en couleur, avec un style visuel et un caractère bien marqué, un peu à la manière de ce que l'on avait dans les années 80 en comics, mais ils vont se voir ajouter une complexité et un rôle qui dépasse ce que l'on peut attendre d'un vilain classique de dessin animé. De plus, il y a un contraste qui se crée entre les personnages très cartoon et les actions qu'ils vont accomplir. Les vilains sont parfois presque plus importants dans les histoires que Batman lui-même, car il faut bien se rappeler que les années 60 et 70, sous le Comics Code Authority, les personnages ont peu évolué et que là, on est en pleine effervescence créative autour de Batman et des personnages de son univers. Ainsi, les vilains vont gagner une complexité et une profondeur grâce à cette série qu'ils n'avaient pas avant. Et pour illustrer ça, on peut prendre le cas du Dr Freeze et son histoire avec sa femme, qui viennent de la série animée. Maintenant que tout est dit, parlons de la création d'Harley Quinn. Paul Dini était en train d'écrire un scénario dans lequel le Joker menaçait une personne ordinaire, et le scénariste avait besoin de donner au Joker une bande d'hommes de main pour travailler avec lui. C'est alors que Paul Dini a eu l'idée de mettre une femme dans le lot qui pourrait avoir des échanges comiques avec le Joker, tout en apportant une variation intéressante aux voyous habituels. De plus, il souhaitait faire un clin d'œil à la série d'Adam West des années 60, dans laquelle le pingouin et le Joker avaient souvent une acolyte. L'idée est là, et c'est lorsqu'il va voir Arlene Sorkin, dans une séquence du feuilleton des jours et des vies, qu'il va savoir à quoi doit ressembler ce nouveau personnage. Dans cette séquence, son ami est déguisé en harlequin, et cela va inspirer le scénariste. Harley Quinn sera un harlequin. Paul Dini propose alors l'idée d'Harley Quinn à Bruce Timm, qui va s'occuper de dessiner le personnage, qui apparaîtra dans l'épisode Chantage à crédit, diffusé en septembre 1992 aux États-Unis. Et la réception critique n'est pas unanime vis-à-vis d'Harley Quinn, même si elle est largement favorable. Paul Dini rapporte ainsi que créer un personnage qui n'est pas dans le canon habituel de Batman est un exercice compliqué, car il s'agit de convaincre les fans les plus acharnés. Les réactions étaient donc partagées entre ceux qui ne voulaient pas trop la voir souvent, et ceux qui voyaient un ajout bienvenu à l'univers de Batman. Et là, si Harley Quinn ne devait à l'origine rester que pour un épisode, il fut décidé de la faire revenir quand le scénario nécessiterait que le Joker soit accompagné. Le personnage va ainsi gagner en profondeur, et en 1993, Bruce Timm et Paul Dini vont se voir offrir l'occasion d'écrire un comic book spécial pour la série de comics Batman The Adventures. C'est ainsi qu'ils décident d'écrire les origines d'Harley Quinn dans ce récit intitulé Mad Love. On y apprend qu'Harley Quinn est une psychiatre qui veut guérir le Joker de sa folie, et que petit à petit, c'est lui qui va l'entraîner dans son monde. Le but pour Dini est de rendre tragique l'histoire d'Harley, de la différencier des autres vilains lambda de comics, et de la rapprocher des vilains les plus iconiques de Batman. Pour Paul Dini, chacun des plus grands vilains de Batman est un homme normal, qui a fini par connaître un événement ou un destin tragique, ce qui l'a brisé ou les a déformés. Et il voulait donc reproduire ce schéma avec Harley Quinn. Et le pari est réussi, car d'après les dires de Paul Dini lui-même, le personnage a gagné en popularité suite à la publication de ses origines. De plus, un autre élément important pour Harley Quinn est sa relation avec le Joker. Car si le Joker entraîne Harley dans la folie, celle-ci va en plus éprouver une sorte de sentiment amoureux envers le clown. Une relation que va décrire Paul Dini comme une attirance tordue. Et il va même plus loin. Le Joker n'est pas fait pour aimer comme une personne normale. Je pense qu'il y a des étincelles, de l'intensité et une sorte de passion étrange dans leur relation. Mais je ne la qualifierai pas de relation amoureuse au sens traditionnel du terme. Un bel exemple de cette relation est la première histoire canon d'Harley Quinn dans les comics. Celle-ci a lieu dans le Batman Harley Quinn numéro 1. Ce numéro est lui aussi écrit par Paul Dini et introduit très rapidement Harley dans l'univers. On rappelle qu'elle est la psychiatre du Joker, qu'elle en est tombée amoureuse et qu'elle l'a aidé à s'échapper à de nombreuses reprises. Elle a été démasquée et enfermée avant même de devenir Harley Quinn. Lors de l'événement Cataclysme qui va venir raser toute la ville de Gotham et obliger le gouvernement américain à déclarer la ville comme une zone de No Man's Land, Harleen Quinzel va s'échapper, s'équiper de sa tenue iconique, puis partir retrouver le Joker. Ils vont faire quelques coups ensemble, puis le Joker tente de la tuer, sentant qu'Harley Quinn prend de plus en plus de place dans sa vie. Elle survit, bien évidemment, et se fait soigner par Poison Ivy, à qui elle raconte toute son histoire. Ivy prend Harley en pitié et lui fait boire une solution pour la rendre plus forte et plus agile. De quoi prendre sa revanche sur le Joker. Harley décide alors de s'allier à Batman avant de le trahir au dernier moment pour s'occuper du Joker à sa manière. Le Joker qui finit d'ailleurs en très mauvaise position, mais il a la bonne idée de demander pardon à Harley Quinn au dernier moment
et celle-ci lui accorde directement, et elle retombe donc entre ses griffes. Par la suite, dans les comics, elle aura le droit à quelques histoires dans le No Man's Land, avec notamment une qui va approfondir sa relation avec le Joker et montrer que parfois c'est aussi elle qui peut le manipuler. Suite à la fin de la saga No Man's Land, Harley Quinn obtient sa propre série qui sera publiée de 2000 à 2004 avec 38 numéros, puis elle disparaît presque des radars après 2005. La série animée est terminée, les films Batman de Nolan ne l'utiliseront pas, et dans les comics, elle fera une ou deux apparitions, mais rien de plus. Même Paul Dini, son créateur, ne l'utilisera que pour le Détective Comics 831 de 2017, alors qu'il est resté assez longtemps sur le titre. A noter qu'elle apparaîtra également rapidement dans le jeu Lego Batman. Harley Quinn a brillé plus fort que d'autres nouveaux personnages, mais finalement, elle ne reste qu'un second couteau, et DC ne l'utilise plus. Il n'y a aucun enjeu financier derrière le personnage, et celui-ci pourrait bien disparaître que personne ne s'en soucierait. Mais en même temps, un autre projet est en train de se développer, et c'est lui qui va relancer l'engouement autour d'Harley Quinn. En 2007, Eidos Interactive acquiert les droits de Batman pour le développement d'un jeu vidéo, et il propose à Rocksteady de s'occuper du développement après avoir vu leur travail sur différents prototypes. Le studio se penche alors sur la création d'un scénario. Il s'inspire d'abord d'Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean, mais ils font aussi appel à Paul Dini. Et vous vous en doutez, parmi les vilains de ce premier opus, il y aura bien évidemment le Joker, d'autres vilains iconiques de Batman, mais aussi Harley Quinn. Pour Paul Dini, les jeux vidéo Arkham ont donné une seconde vie à sa création, et selon lui, le nouveau style de l'acolyte du Joker n'y est pas pour rien. On oublie le costume classique et on lui met une tenue qui s'inspire de celui d'une infirmière, afin de rappeler ses origines, tout en utilisant ses propres couleurs, le rouge, le noir, et en rajoutant une petite touche de bleu. Bon, après le côté infirmière, on n'est pas sur une infirmière classique, et on voit très clairement quel type de fan Rocksteady veut attirer. Mais ça marche. En 2011, la suite du jeu, Arkham City, va sortir, et Harley Quinn y aura encore une fois une nouvelle tenue, et un rôle à jouer. Mais cette fois, elle va prendre encore plus d'importance en devenant la star du DLC du jeu. Et ça démontre très clairement la popularité grandissante du personnage. Et encore une fois, dans ce DLC, elle apparaît dans un nouveau style vestimentaire. À partir de ce moment, le personnage vient de trouver un des éléments qui vont la propulser comme un des personnages DC les plus vendeurs. Il s'agit de son style vestimentaire. Non seulement le costume classique disparaît, mais ses vêtements seront maintenant plus des tenues normales que des costumes. Il y aura toujours un côté aguicheur, voire très aguicheur, un code couleur très marqué avec le rouge, le noir et parfois le bleu, et des cheveux qui ne seront presque plus jamais cachés. Et comme les vêtements sont plus des variations de vêtements normaux qu'un costume, eh bien le nombre de cosplays ou de déguisements pour des soirées va exploser, tant il est devenu simple de se grimer en Harley Quinn. En 2011, DC Comics, suite à l'événement Flashpoint, relance son univers de comics à zéro, et en profite pour tenter un retour d'Harley Quinn dans la série Suicide Squad. Les histoires ne sont pas fameuses, et Harley n'y aura qu'un rôle de fille barge et imprévisible. Il y aura également une courte histoire d'amour avec Deadshot, et la série se terminera en 2014. En 2013, le jeu Injustice sort, et dans celui-ci, Harley aura un vrai rôle, asseyant de plus en plus sa place de personnage, qui a un intérêt pour DC Comics. L'année suivante, une série est de nouveau accordée à Harley Quinn, et dans celle-ci, le Joker sera quasi inexistant. Harley part vivre à New York pour y vivre des aventures délirantes sous les plumes de Jimmy Palmiotti et Amanda Conner. La super-vilaine y gagne en humanité et devient de moins en moins méchante. La série sera relancée en 2016 avec les mêmes auteurs, puis en 2020, et la série continue encore aujourd'hui avec Tini Howard à l'écriture. Une longue suite de comics avec assez peu de conséquences, hormis le fait qu'au numéro 25, Harley Quinn décide de quitter le Joker. Mais pour voir une vraie évolution du personnage d'Harley Quinn, il faut regarder ce qui se passe en parallèle. Dans les comics Injustice, Harley occupe une bonne place, mais c'est en 2016 que l'héroïne va exploser en termes de popularité avec le film Suicide Squad et l'interprétation de Margot Robbie en Harley Quinn. Et si le film reçoit de très mauvaises critiques, le personnage d'Harley Quinn fait vendre, et chez DC, on ne va pas laisser passer ça. Harley Quinn va envahir les publications et les variant covers, et c'est ainsi qu'en 2017, DC annonce la commande de 26 épisodes d'une série d'animation sur le personnage. Cette série sort en 2019 et obtient de bonnes critiques en général. De plus, à l'intérieur de cette série d'animation, Harley Quinn n'est plus avec le Joker et va développer au fur et à mesure des saisons une relation avec Poison Ivy. En 2019 va sortir Arline, un comics qui permet de revisiter les origines d'Harley Quinn dans un récit complet qui n'est pas canonique. Dans le même temps, en 2020, James Tynion The Four reprend le titre Batman et va inclure rapidement Harley Quinn comme une alliée à Batman, et la relation entre Harley Quinn et Poison Ivy y sera également développée. Harley Quinn devient une gentille à part entière, intègre presque la Bat Family, et même si elle reste assez violente, ses méthodes restent dans la norme de ce que font les super-héros chez DC. D'ailleurs, actuellement, en plus de sa propre série, elle est aussi apparue dans la série Birds of Prey, aux côtés de Batgirl et Canary,
et elle ne fait pas de tâche. Ce n'est pas juste un méchant dans une équipe de super-héros. Elle a évolué. Bon, et en parlant de Birds of Prey, on peut noter que pour le film sorti en 2020, le titre complet est Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Ce qui montre bien qu'Harley Quinn doit porter le film à elle seule. La Harley Quinn de Margot Robbie aura le droit à une dernière apparition dans le film Suicide Squad de Gunn avant de disparaître. Et maintenant, même si j'ai omis quelques petites apparitions par-ci par-là, il est temps de finir de vous parler de cette période faste en vous parlant de la Harley Quinn du Batman de White Knight. Dans cette trilogie de comics, Harley Quinn y est traitée de la plus belle des manières selon moi, et représente tout ce que j'aime dans le personnage. Une envie de sauver le Joker, un amour hors norme qui la pousse sur le mauvais chemin, une rédemption, un esprit vif, bien construit, une volonté énorme et des histoires qui rendent le personnage intéressant, tragique et attachant. Si jamais vous aimez Harley Quinn et que vous ne savez pas quoi lire, je vous recommande très fortement Batman the White Knight et ses suites, dont un des épisodes est un épisode centré sur cette nouvelle Harley Quinn. On arrive maintenant à octobre 2024, et le personnage d'Harley Quinn va partager l'affiche avec le Joker pour le film Folie à deux. Et c'est Lady Gaga qui incarnera le personnage, s'il y avait encore un doute à avoir sur l'importance que le personnage a pris en une quinzaine d'années. Je viens maintenant de vous résumer toute l'histoire d'Harley Quinn de manière assez condensée, et il est temps de tirer un bilan de ses plus de 30 ans d'existence. Mais avant, si ce type de vidéo te plaît et que tu veux encourager mon travail, eh bien je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce et à laisser un commentaire pour aider au référencement. Harley Quinn, comme beaucoup de personnages de comics, possède de nombreuses facettes. Chacune d'elles est venue densifier, complexifier, voire faire évoluer le personnage au point qu'il existe différentes versions d'Harley Quinn. Cependant, on constate qu'avec sa popularité, le personnage évolue dans le bon sens, et que les valeurs qu'elle dégage sont de plus en plus positives. Dans les premiers temps, le personnage est là pour faire briller le Joker, même si elle finira par trouver sa propre voie assez rapidement. Cependant, le personnage va vite stagner, et finira presque par disparaître 10 ans après sa création. Heureusement, elle sera relancée par les jeux vidéo, mais au prix d'une Harley Quinn qui va se résumer à son amour pour le Joker. Un côté provocateur bas du front, une violence excessive des tenues aguicheuses et une folie qui rime plus avec stupidité qu'autre chose. Et si dans les jeux de Rocksteady ça passe encore, la série comics Suicide Squad et le film qui vont suivre vont se cantonner à cela. Et c'est à la même période qu'Harley Quinn va quitter le Joker dans les comics. Et là on peut se demander si tout cela n'est pas une volonté de la part de l'éditorial de chez DC Comics, plus qu'une volonté des scénaristes. À une époque où les comportements toxiques sont de plus en plus pointés du doigt, il paraîtrait logique que le personnage féminin le plus vendeur de DC Comics ne soit pas que la représentation de ce qu'une femme peut subir lorsqu'elle est sous l'emprise d'un homme violent, pervers et dont la cruauté n'a aucune limite. Le fait de la faire évoluer en tant que personnage de cette manière permet au contraire d'en faire un symbole fort, portant un message féministe, de liberté, d'indépendance et d'ouverture d'esprit. Et avec de telles valeurs représentées, il n'est pas non plus étonnant de voir le personnage devenir peu à peu une héroïne. Il ne reste maintenant plus qu'à espérer qu'Harley Quinn continue à évoluer dans la bonne direction et que les scénaristes nous sortent de bonnes histoires autour de ce personnage à l'histoire si particulière. C'était Flavien pour la chaîne Comics du Prof. Si la vidéo t'a plu, je t'invite une dernière fois à t'abonner, à liker et à mettre un commentaire. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.